Dans ce podcast, je vais vous parler de l'existence d'un langage secret qui permet la découverte d'une cité. Cette idée, on la retrouve chez l'abbé Boudet, qui parle d'un vieux langage permettant la découverte du cromlech de Rennes-les-Bains, mais si le monument était découvert par hasard, alors ce langage perdu serait redécouvert. J'oserais m'aventurer à aller plus loin en précisant que ce lien entre le langage et le lieu est assez clair. Et il est facile de comprendre que l'on aurait ce langage sous le nez, mais que seule la découverte d'un monument antique permettrait de faire apparaître ce monument dans le langage. Ce qui signifie que l'on parle de quelque chose que l'on connaît sans toutefois l'identifier. Je pense que la clé qui fait le lien entre le langage et le lieu, c'est tout simplement l'identité de l'objet. Mais l'abbé Boudet n'est pas le seul à avoir signifié l'existence d'un langage secret qui permet de découvrir un lieu antique, car au XVIe siècle, Nostradamus en parlait déjà dans ses prophéties. Ce langage, Nostradamus le nomme écriture des M, et voyons ce qu'il en dit. Quand l'écriture des M trouvée, et cave antique à lampe découverte, loi, roi et prince ulpiant éprouvés, pavillon rogne et duc sous la couverte. Nostradamus expose donc un lien entre un langage nommé écriture des M et la découverte d'une cave antique. De toute évidence, la découverte de ce lieu est aussi liée à une épreuve pour les autorités que représentent les lois, les rois et les princes, qui semblent se retrouver sous la couverte. Il s'agit donc d'une cavité antique dont le contenu possède le pouvoir d'annuler celui des rois. Et cela ressemble bien à l'étrange secret de Nicolas Poussin, car dans cette lettre de Fouquet à Fouquet, on parle d'un secret que les rois auraient grande peine à tirer de lui, et de quelque chose d'excitant à rechercher, et qui semble davantage lié à une question de pouvoir qu'à une question de fortune. Ce qui m'interpelle dans ce texte de Nostradamus, c'est qu'il parle précisément d'une cave, c'est-à-dire d'une cavité qui date de l'Antiquité. Mais encore, il est difficile de comprendre s'il s'agit d'une cave antique découverte à la lueur des lampes, ou s'il s'agit de la découverte d'une cave antique à lampes, c'est-à-dire une cave antique qui contient un système d'éclairage au sens propre du terme. Si je parle de ça, c'est parce que dans mon étude de la cité souterraine, j'ai remarqué la présence de technologies inconnues dans les descriptions des textes hermétiques de la Renaissance. Dans le Songe de Polyphile, dans le livre quint de Rabelais et dans la Donne, on parle de lampes ou d'ampoules en verre en forme de courge ou d'urinal et qui contiennent un fluide luminescent. Bien entendu, il est difficile de comprendre comment des auteurs du XIVe et du XVIe siècle ont eu l'idée de décrire l'ampoule d'une lampe avec 3 siècles d'avance sur l'histoire. Il en est de même pour l'utilisation de métal dans l'architecture, et si ce thème vous intéresse, retrouvez plus de détails dans mon livre intitulé La cité souterraine. Avant de parler de l'écriture des M ou du langage secret, parlons d'abord de cette cave antique. Comme je viens de le dire, je pense que cette cave antique pourrait être liée à la question de lampe, et donc, il pourrait s'agir d'un lieu en rapport avec les vestiges d'une civilisation de haut développement technologique. C'est un thème qui expliquerait pas mal de choses, car une cavité qui comprend les vestiges d'une civilisation technologiquement développée serait en effet un secret de la plus haute importance. Un secret qui pourrait représenter une menace pour les pouvoirs religieux et législatifs. Pour aller plus loin dans cette réflexion, je vous propose une visite littéraire à la découverte de l'existence d'un lieu lié à la présence de lampes étranges. Dans le 34e chant de la Divine Comédie de Dante. J'étais, et je le mets dans mes vers en tremblant, au point où les esprits enchâssés dans la glace transparaissaient de même qu'un fétu dans le verre. Dans le Songe de Polyphile, feuillet 72, ils étaient pourvus d'une matière qui ne peut se consumer ni éteindre par vent, pluie ou autre accident, car ils ardaient sans fin et sans diminuer.
dans le songe de Polyphile, feuillet 74, elle portait pour le moins une demi-brasse d'ouverture, et dedans était un autre vase en forme d'urinal ou de courge creuse, pareillement de cristal, pendant à plomb sur le milieu du grand vase rond, lequel était plein d'une eau ardente par 5 fois distillée, comme l'effet m'en donna connaissance, pour ce qu'il semblait que le tout fût en feu, de sorte que la vue ne s'y pouvait arrêter, non plus que contre le soleil. Dans la donne du cavalier marin, chant 8, mais cela brille dans le gel comme une pierre précieuse, une lampe en verre ou une lampe à voile. Ou encore dans le chant 16. Avant d'atteindre l'autel principal, une octave de myrte, une branche avec la vague vivante d'une source remplie d'amers, vaporise le front du passant qui arrive. Une centaine de lumières allumées autour de l'aile sacrée du candélabre doré, et une centaine de flashs suspendus en forme d'urne phrygienne d'ombre légère et nocturne. Chez Rabelais, chacune était pleine d'eau ardente, 5 fois distillée par alambic serpentin, inconsomptible comme l'huile que jadis Callimachus en la lampe d'or de Pallas en l'acropolis d'Athènes, avec un ardent lichignon fait de lin abestin, comme était jadis au temple de Jupiter en Ammonie. Et, lu Cléombotrus, philosophe très studieux, par de lin carpasien, lesquels par feu sont plutôt renouvelés que consumés. Ou encore, je vous décrirai la figure admirable d'une lampe, moyennant laquelle était élargie lumière par tout le temple, tant copieuse qu'encore il fut souterrain, car on y voyait comme en plein midi, nous voyons le soleil clair et serein, luisant sur terre. Au milieu de la voûte était un anneau d'or massif attaché, de la grosseur d'un plein poing, auquel pendaient de grosseur peu moindre 3 chaînes bien artificiellement faites, lesquelles 2 pieds et demi en l'air. Ou encore, par cette ouverture était au milieu posé un vaisseau de cristallin, pareil en forme de coucourde ou comme un urinal, et descendait jusqu'au fond de la grande lampe, avec telle quantité de la sudite eau ardente que la flamme du lin abestin était droitement au centre de la grande lampe. Par ce moyen semblait tout le corps sphérique d'Icelle harde et enflamboyé, parce que le feu était au centre et point moyen. Comme vous pouvez le constater, nous sommes face à une tradition littéraire qui disserte sur un sanctuaire éclairé par des lampes inexplicables. Pour vous démontrer qu'il s'agit bien d'une tradition, on en retrouve des exemples en amont et en aval de ces textes que je vous ai présentés. En amont, dans le chapitre 21 du livre de l'Apocalypse par exemple, je cite « Et l'astre qui l'éclaire est semblable à une pierre très précieuse, à une pierre de jaspe transparente comme le cristal. » En aval, c'est un thème que l'on retrouve chez Jules Verne dans Face au drapeau. Un peu plus loin s'élève une assez importante construction, entourée d'un mur de planches, dont la destination est aisée à reconnaître. D'un poteau qui la domine, partent les gros fils de cuivre qui alimentent de leur courant les puissantes lampes électriques suspendues sous la voûte et les ampoules à incandescence servant à chaque alvéole de la ruche. Il y a même bon nombre de ces appareils d'éclairage installés entre les piliers de la caverne qui permettent de l'éclairer jusqu'à son extrême profondeur. Ce livre est paru en 1896. La première lampe à incandescence de Joseph Swan avait vu le jour en 1879 et la première ligne à haute tension en 1891. Autrement dit, Jules Verne a imaginé un système d'éclairage à l'électricité dans une cavité à une époque à laquelle l'ampoule électrique venait à peine d'être inventée. Et cela apparaît comme un détail anodin dans son récit. Bien entendu, Jules Verne était grand amateur de revues scientifiques et a été instruit sur l'éclairage électrique de cette manière. Ce que je veux dire, c'est qu'au moment où la technologie électrique était en train de naître, Jules Verne a utilisé ce thème dans le contexte d'une cavité, et dans ce récit, la cavité se trouve sous la montagne creuse nommée Back Cup, pour la bonne raison qu'elle est formellement une coupe renversée, à l'intérieur de laquelle on ne peut accéder qu'en sous-marin par le passage d'un siphon secret.
Ce thème était déjà celui de l'île mystérieuse, et la montagne creuse était le repère du capitaine Nemo, celui dont le nom signifie « personne ». À la fois caché comme le dieu Amon et innommable comme Yahvé, Nemo est aussi le mot qui permit à Ulysse de tromper Polyphème le Cyclope et d'accéder au secret de sa caverne. C'est donc la clé qui ouvre la voie vers les secrets de l'antre cyclopéen et d'une Arcadie lointaine. Mais d'en face au drapeau, Back-Up est un laboratoire dans lequel le comte d'Artigas, qui maîtrise des technologies avancées comme le sous-marin et l'électricité, est en train de fabriquer un explosif dont la puissance pourrait mettre fin au monde. Comme je l'ai dit dans mon livre, il y a des coïncidences entre les descriptions de Back-Up et la cavité qui abrite la fontaine de Vénus et le tombeau d'Adonis dans le songe de Polyphile. Donc, je crois que l'idée d'éclairer une grotte avec une technologie qui n'existait encore qu'à l'état de prototype serait plutôt de la part de Jules Verne une manière judicieuse de moderniser un récit qui se transmet de manière sibylline au fil des siècles. Si le nom de Nemo signifie « personne », de manière plus littérale par rapport au texte de l'Odyssée, ce mot signifie plutôt « aucun homme »,« aucun humain ». Nemo est donc le mot-clé qui permit à Ulysse de tromper le Cyclope et de lui crever son œil unique. Et c'est aussi le mot qui lui permit de ressortir vivant de l'antre, puisque lorsque les autres Cyclopes accoururent au cri de Polyphème pour lui demander « Qui t'a crevé l'œil ?», il répondit « Nemo ». Personne, aucun homme. Parmi les mots qui ouvrent la voie des mondes souterrains, il y a Nemo. Il y a Sésame, ouvre-toi. Il y a encore ce chiffre-mot dont Jules Verne parle comme de la clé du secret du souterrain qui mène au centre de la Terre. On pourrait faire le lien entre ce chiffre-mot et cette clé Pax 681 dont Nicolas Poussin était le gardien, selon les documents découverts à Rennes-le-Château. Un mot-clé qui ouvre la voie des mondes souterrains, la voie de la connaissance cachée, il y en a encore un autre. Ce mot, c'est une écriture, car chaque lettre représente quelque chose, et cette écriture, Nostradamus en parle sous le nom d'écriture DM. Et c'est ce dont je vais vous parler dans la suite de ce podcast. Je remercie beaucoup les tipeurs qui ont soutenu la création de ce contenu. Merci à vous. Il y a peu de temps, j'ai reçu un article intitulé « L'horloge sacrée qui permet de décoder les quatrains ». Cet article date de 1982 et est signé de la main de Pierre Plantard de Saint-Clair. L'auteur propose une clé qui permet d'interpréter les prophéties de Nostradamus. Selon Pierre Plantard, Nostradamus aurait utilisé un système d'horloge basé sur un cadran de 942 degrés. Je passe les explications sur le fonctionnement de cette horloge pour me concentrer sur ce qui m'intéresse dans cette affaire. Tout d'abord, c'est un article de Pierre Plantard, et c'est donc la personne la plus proche de l'affaire de Rennes-le-Château qui présente ce concept d'horloge. Est-ce que la cité souterraine, alias le cromlech de Rennes-les-Bains, serait une horloge? C'est bien sur cette piste que Pierre Plantard nous emmène, car cette étrange horloge comprend 7 aiguilles, et il dit « Chaque aiguille est creuse et contient un trésor ». Cela ne vous rappelle rien? Une aiguille creuse qui renferme un trésor? L'horloge de Pierre Plantard semble être la même que celle de Maurice Leblanc, et cette horloge est bien un lieu. Pierre Plantard ajoute que chaque aiguille correspond à une initiale que leur avaient donnée les poètes thraces, et ces initiales forment le nom d'une montagne de Thrace liée aux Muses. Ce nom est D, Y, S, O, R, U, M, Disorum. Autrement dit, cette horloge est à la fois une montagne, elle est aussi une écriture, puisqu'elle représente un nom, et Pierre Plantard ajoute que les noms de D et M viennent de Diomédès et de Macronéus,
et que ces lettres s'écrivent en majuscules. Vous avez compris ? Il s'agit de l'écriture DM de laquelle parlait Nostradamus, DM étant la contraction du nom. L'écriture d'Isorum serait donc le secret de cette horloge, des trésors de ces aiguilles creuses, et tout cela émanant d'une cavité antique qui a le pouvoir d'annuler le pouvoir des rois et des lois. Pour aller plus loin, Pierre Plantard a ajouté des schémas à son article. Un premier schéma représente la division des centuries de Nostradamus par rapport au degré de cette horloge, et un second où l'on peut voir un cercle zodiacal divisé en 4 saisons. Une forme de cercle irrégulier apparaît comme une zone à l'intérieur du cercle zodiacal, et un point est renseigné comme un tertre. Il n'y a aucune explication sur ce schéma, mais je trouve cette illustration très intrigante, car elle rejoint ce dont je vous ai parlé dans le podcast précédent, à propos de la cité souterraine, formée de 4 temples répartis autour d'une zone centrale, et bien entendu, la présence d'un tertre dans ce schéma me rappelle mes découvertes sur le terrain. Une autre illustration représente la place de la Terre au centre de l'univers. Il s'agit d'un ancien planisphère. Ce qui est intéressant dans cette image, c'est que l'on retrouve les 7 cercles des planètes qui sont aussi représentés alignés. C'est sans doute un hasard, mais cet alignement rappelle toutefois l'alignement cyclique des planètes à la date du 17 janvier. 7 planètes, 7 aiguilles creuses qui renferment chacune un trésor, et justement, est-ce que ces aiguilles ne seraient pas en relation avec une planète ? C'est la question que je me pose en lisant cet article de Pierre Plantard, et je crois que dans cette exploration, nous venons d'entrevoir un aspect essentiel du secret de Rennes-le-Château, qui serait bien celui d'une antique cavité connectée d'une manière particulière avec les astres et le temps. Comme l'a dit Pierre Plantard, ce sont des poètes grecs qui ont donné son nom à l'horloge sacrée, et pour la nommer, ils se sont inspirés du nom d'une montagne thrace. Dans la littérature antique, on retrouve peu de traces de Disorum, mais les informations qui ont laissé un souvenir sont troublantes de coïncidence avec la région de Rennes-les-Bains. Dans le 5e livre d'histoire d'Hérodote, Disorum apparaît comme le lieu d'une mine importante, qui est aussi le marqueur de la frontière entre la Thrace et la Macédonie, comme Rennes-les-Bains et ses mines auraient pu avoir été le marqueur de la frontière ibéro-celtique. Je cite Hérodote. « Assez proche du lac est la mine qui a donné par la suite un talent d'argent par jour à Alexandre, et de cette mine, il ne vous reste plus qu'à traverser la montagne appelée Disorum pour vous retrouver sur le territoire macédonien. » Dans son 3e livre, Hérodote parle aussi de l'abondance de l'or de la région de Disorum. Écoutez plutôt. Toute la région, de Philippès et d'Atoum à l'est jusqu'à Disorum à l'ouest, était particulièrement riche en métaux précieux. Aristote raconte qu'après de fortes pluies, on trouvait souvent des pépites d'or vierge pesant plus d'une livre. Les rois macédoniens en possédaient 2, l'une de 3 livres et l'autre de 5. Enfin, les habitants de Disorum étaient les Bisaltais, et voici ce qui se dit de ce peuple de bergers vivant dans un pays de vin, de figues et d'olives. Les Bisaltais étaient réputés pour la richesse de leurs ressources naturelles, notamment les figues, la vigne et l'olivier. Leur mine d'argent dans la chaîne des montagnes de Disorum rapportait 1 talent par jour à Alexandre Ier. Virgile fit même référence à cette tribu en rapport avec le traitement des maladies des moutons. Selon la légende, l'éponyme des Bisaltais était le fils d'Hélios et de Gée, ce qui indique une colonisation très ancienne de la région.
Pour conclure, les paramètres qui rassemblent la région de Rennes-les-Bains avec l'Addis-Orum sont les suivants. Il s'agit d'une région exceptionnellement riche en métaux précieux, mais plus précisément, la montagne de Dissorum est liée à une mine d'argent importante et cette montagne se trouve sur une frontière, comme Pyrène. Ceci explique pourquoi les poètes se sont inspirés de la Dissorum des Balkans pour nommer l'horloge sacrée d'Urazès. Puisque nous avons parlé de Maurice Leblanc et des aiguilles creuses de l'horloge sacrée, souvenez-vous de l'extrait que j'avais présenté à la fin de mon podcast sur les trésors de Rome. Maurice Leblanc parle d'une forteresse sous terre, d'une aiguille creuse qui prodigue gloire et pouvoir à celui qui en détient le secret, et ce secret, c'est un mot. Dissorum, serait-ce le nom secret? La clé du mystère qui rassemble Maurice Leblanc, Pierre Plantard et Nostradamus sur l'affaire d'une horloge sacrée? L'horloge d'Urazès, dont chaque aiguille serait un sanctuaire, dont chaque crypte serait une planète, serait-elle en quelque sorte la mécanique occulte qui régit la marche du monde ?